bonjour à tous. Et bien sûr, quand il y a manifestation, c'est pas toujours facile de se déplacer dans les rues de la manifestation. Bon, alors, on va recevoir dans un instant tout de suite Alex Montpierre, très rapidement, mais c'est important qu'on lui donne la parole. Jimmy Louis, déjà là, on va le saluer. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Alex Montpierre. Un peu plus tard, François Sanon, gérant de Shannon Service, sera aussi là. Emilina Adimar, pas Adimar, notre chroniqueuse ABC des entreprises est avec nous. On va recevoir Sinaya, une artiste afro-guadeloupéenne qui est de passage. Et puis on va terminer avec Barbara Montpierre. Sinon, l'actualité, eh bien justement, c'est la mobilisation au rectorat depuis ce matin. Maxime Morel était sur place, on va en voir. Mobilisation aussi à l'EDF, Charlie Dagounia s'est rendu sur place. Ça bouge un peu partout. Prise de fonction du nouveau préfet, c'était hier à Bastia au Champ d'Arbeau. Et puis Mister Carnaval, ben on va un petit peu prendre un peu de détente. C'était ce week-end aux Abîmes. Voilà un petit peu ce qui fait l'actualité. Monsieur Montpierre, vous avez 15 secondes pour tout dire. Bonjour. Je vais plus ne pas venir carrément. Non, vous n'aurez pas fait ça. On va être bref. Oui. De toute manière, je suis venu annoncer l'information. Oui. Et il est évident, dans mon émission samedi, je vais développer. Vous avez développé ça. Mais je dois donner quand même le document. Voilà le document. Oui. Il s'agit d'une résolution des Nations Unies prise hier et qui demande, le secrétaire général, M. Guterres, demande à tous les pays qui ont des Haïtiens en situation irrégulière chez eux, de ne pas les expulser. Oui. Alors, la résolution donne quelques raisons à cette demande. Elle est très bref, là, voilà ce que ça dit. La situation est très grave en Haïti en ce moment. Il y a de multiples crises. Les zones contrôlées par les gangs dans le sud, 3 départements touchés par le tremblement de terre, l'instabilité politique. La population n'est vaccinée qu'à environ 1% contre le Covid-19. C'est la situation qu'elle trouve en arrivant. C'est une situation difficile, a ajouté Madame Laurette, qui était la technicienne chargée de l'enquête. Alors voilà, elle dit pourquoi le retour difficile. Selon les responsables de l'OIM, c'est l'Organisation internationale de migration, la plupart de ces personnes ont quitté Haïti il y a 5 ans ou plus, et dans certains cas, elles ont perdu les liens avec leur famille en Haïti et n'ont personne dans le pays. Parfois, c'est aussi difficile parce que les familles comptaient aussi sur leur envoi de fonds, donc elles ont perdu aussi ce soutien. Elles reviennent les mains vides, a-t-il dit, et les Haïtiens de retour peuvent s'installer où ils le souhaitent, selon l'OIM. À l'aéroport, ils reçoivent une aide en espèces, des kits d'hygiène, un soutien médical et psychologique, mais ils sont ensuite libres d'aller où ils veulent, a expliqué Madame le prêtre, ajoutant que la plupart choisissent de rester dans des environs de Port-au-Prince, la capitale. Monsieur Montpierre, est-ce que ce document-là est arrivé à la préfecture? Je n'en sais rien. Oui, parce que c'est une décision de l'ONU. De l'ONU. Il était de l'ONU. Oui, bien sûr. Donc, mais c'est même pas l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Oui. Quand une décision du Conseil de sécurité est prise, il faut l'appliquer. Théoriquement. Théoriquement, mais les États qui sont actuellement avec les Haïtiens les utilisent, même s'ils n'ont pas de titre de séjour. Je sais que le Canada, en ce moment, fait beaucoup pour essayer de survoler Haïti de loin. Pour pouvoir, alors, c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, il était tenu de porter l'information en priorité à Canal 10. Vous avez donné un scoop à Canal 10. Oui. Et samedi, vous avez développé ça. Dans mon émission, le Forum libéral, je vais développer plus longuement. Je vous remercie, M. Montpierre, d'avoir fait cet effort pour nous. Et cet effort j'ai envie de dire, de brièveté sur un document qui est important, parce qu'il y a au moins plus de 40 pages là. Mais et samedi, on mon cher collègue, c'est le point que samedi, on vous écoutera. Je rejoins donc l'adjoint au maire délégué à la communication, puisque le Pointe-à-Pitre, puisque Pointe-à-Pitre, c'est numérisé.
Absolument, Danick, tout à fait. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Oui, Pointe-à-Pitre devient petit à petit une cité connectée. Nous avons maintenant le Wi-Fi qui a été installé avec ce partenariat fort avec la région, le Wi-Fi territorial. Oui. Et nous tendons au fur et à mesure à être une cité connectée, une ville intelligente. Ça facilite la communication? Bien entendu. Oui. Bien entendu. Alors, quand la ville est connectée, est-ce que par exemple, comme si le cas, par exemple, je crois que c'est à Capesté au Marie-Galante, on va sur la place de la mairie à Capesté au Marie-Galante avec son portable et on est tout de suite connecté? Eh bien, c'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, à Pointe-à-Pitre, nous avons plusieurs points Wi-Fi. Donc, nous en avons un devant l'hôtel de ville, à la place de la Victoire également à la rue Achille-René-Boisneuf. Au niveau de la médiathèque, puisque nous avons pensé à mettre ce point par rapport aux Quasiris qui arrivent. Nous avons également un point qui va être installé au niveau du MACT. Donc on peut dire qu'effectivement, l'ensemble du territoire Point 3 est maillé en termes de déploiement du Wi-Fi. Alors, avec l'aide de la région Guadeloupe, j'insiste. Il y a un code ou bien ça s'installe directement? Non, en fait, il faut se connecter. Et quand on se connecte, il faut mettre un certain nombre d'informations, ce qu'on appelle les données personnelles, donc un mail ou un numéro de téléphone. Et après, on peut effectivement se connecter. Et ce qui est intéressant avec ce Wi-Fi territorial, c'est que ces fameuses données personnelles, qu'on appelle aussi les data, la ville... soumis au RGPD, ces données-là. Exactement. Je vois que tu es bien au fait. Ce sont des données qui sont très encadrées, qui sont effectivement soumises au RGPD. Et donc, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Mais néanmoins, ça permet aussi à la ville et à la région qui porte ce Wi-Fi territorial de pouvoir utiliser ces données dans un cadre bien défini, comme tu l'as dit, avec le RGPD, mais qui permet aussi de pouvoir effectivement communiquer vers toutes ces personnes qui se sont connectées sur le territoire Point 3. Donc c'est intéressant. Alors les points, mairie, port, place de la Victoire. En fait, on a ciblé dans un premier temps, en lien avec la région, les lieux de vie, les lieux de passage. Tout à fait. On a volontairement évité les écoles pour ne pas perturber effectivement, puisqu'on n'a pas forcément suffisamment de recul. Mais effectivement, on a privilégié ces lieux de passage. Donc l'entrée de la rue Frébé aussi, au niveau du centre d'échange, devant l'hôtel de ville, la place de la Victoire, ça va jusqu'au MAC, la rue Achille-Boisneuf et devant le MAC également. Devant le MAC. Voilà. Bon. Et donc, il y a d'autres points qui seront mis en place aussi à l'avenir, notamment la Marina. Et ça, c'est toujours en lien avec la région. J'insiste, c'est la région Guadeloupe qui est maître d'ouvrage. D'accord. Voilà. C'est pas l'objet de ma présence aujourd'hui. Non, mais j'ai compris ça. Mais enfin, je vais quand même poser la question sur ce qui s'est passé l'autre jour au Fond-Logier. J'ai vu que M. Losbar était là-bas et on a parlé d'un immeuble peut-être à arranger, à améliorer. C'est-à-dire que la vie va être améliorée là-bas aussi au Fond-Logier. Alors effectivement, le président du conseil départemental, M. Losbar, et ses équipes ils sont venus à Pointe-à-Pitre pour signer le contrat pays, le fameux contrat pays du département, qui en fait, ce contrat pays regroupe tous les engagements forts du département vis-à-vis du territoire communal de Pointe-à-Pitre. Et ce contrat pays, bien sûr, le département le décline avec d'autres villes, d'autres communes. Et ce contrat pays, tous ces engagements, bien sûr, sont pris et identifiés en fonction des besoins du territoire. Donc c'était tout l'objet de la présence du président du conseil départemental à Pointe-à-Pitre. Donc venir sur place, que ces équipes et les équipes de la ville puissent échanger par rapport effectivement aux actions qui peuvent être menées par le département, bien sûr en lien avec leurs compétences. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a été sur différents points du territoire, donc notamment à Fond-Logier. Mais Fond-Logier, ce n'était pas par rapport à l'immeuble qui interdit effectivement pour l'instant la circulation à Fond-Logier. Le président, bien sûr, a vu cet immeuble, mais c'était aussi pour qu'il puisse venir dans le quartier, puisqu'il y a un certain nombre de problématiques. Puisque vous savez, Fond-Logier, c'est une zone limitrophe entre Pointe-à-Pitre et Abîmes. Donc c'est vrai que voilà, donc le département était là puisqu'il y a un certain nombre de problématiques sociales. Et on sait bien que le conseil départemental est la collectivité des solidarités. Donc c'était important pour le président du département d'être présent à Fond-Logier. On a également été à l'Oricisque, au niveau du port de pêche, puisque la pêche, c'est une compétence du département. Donc, il y aura l'installation du conseil portuaire bientôt au niveau du port de pêche de l'Oricisque. On a été également sur le boulevard Légitimus, puisque c'est une route départementale. Et donc, le président du département s'est également engagé
à procéder à la réfection de ce boulevard, puisqu'il y aura le boulevard Patrick Saint-Éloi qui sera refait. Et il a dit justement pourquoi pas ne pas aller jusqu'à l'entrée de la rue Frébeau. Oui. Puisque, je ne sais pas si vous savez, devant le centre culturel Minnesota, on a une espèce de bosse sur la chaussée qui est accidentogène. Donc on a été également là, on a été également à la rue Achille Rony-Boisneuf. Donc on a fait un peu le tour du territoire pour que le département puisse bien cibler les actions sur lesquelles ils vont accompagner Pointe-à-Pitre. Et on remercie d'ailleurs le département. Alors l'autre jour, j'ai reçu quelqu'un un élu de Cap Excellence et une technicienne. Il y a eu un problème qui se pose à Pointe-à-Pitre, tu dois être au courant, c'est le problème du carton. Oui, mais c'est un problème qui est en passe d'être réglé. Il va être réglé ? C'est un problème qui est en passe d'être réglé pour lequel nous avons trouvé une solution. J'imagine que l'élu dont tu me parles, c'est Alix Nabajot. Alix Nabajot, voilà, exactement. Donc on a eu plusieurs réunions. Il y a une réunion qui était prévue avec lui, normalement, récemment. Oui. Mais on a eu plusieurs réunions de concertation avec les acteurs économiques du territoire, donc les commerçants du centre-ville, mais aussi des ZAE, des autres ZAE, donc Bergevin notamment. Et après beaucoup de discussions, on a pu trouver une solution. Donc, il y aura une déchetterie qui sera mise en place sur l'Oricisque, d'accord, pour pouvoir collecter ces cartons. Et il y aura des jours et des points de collecte qui seront mis en place. Et alors, les commerçants n'auront plus qu'à amener les cartons aux endroits dédiés, aux jours dédiés. Voilà. La grosse question, c'est savoir est-ce que les commerçants vont respecter ce qui a été décidé. Ben, écoutez, on a c'est le gros problème. La réunion, on les a conviés. Je ne vous cache pas, on a eu énormément de commerçants qui sont venus. On a eu des acteurs économiques vraiment à l'écoute, concernés. Et ils étaient ravis de voir aussi que la ville de Pointe-à-Pitre a pu trouver des solutions, puisque vous savez, c'était une obligation légale. Cap Excellence est obligé de se soumettre à la loi. Mais il s'agissait pour nous, en tout cas, ville de Pointe-à-Pitre, de pouvoir permettre cette transition avec cette mise en place de collecte de carton sans impacter les commerçants et les acteurs économiques au niveau de leur portefeuille. Voilà. Donc on a pu trouver une solution. J'ai mis une dernière chose, c'est qu'au niveau de l'animation culturelle, ça commence à bouger aussi. Eh ben, tu l'as constaté par toi-même, Danick, ça bouge sérieusement au niveau culturel. Et je profite aussi pour féliciter toutes les équipes du service culture, la direction des affaires culturelles, avec Madame Saha, qui est directrice générale culture sport. Qui est arrivé il y a 4 mois et qui a vraiment impulsé une très très bonne dynamique. Et on a un certain nombre de marqueurs qui permettent de le vérifier. On a la médiathèque Achille Rony-Boisneuf qui a réouvert. Qui est ressuscité, on peut dire ça, après pratiquement 5 ans d'inactivité, qui a effectivement ouvert ses portes il y a un peu plus d'1 mois. On a également le musée Saint-Jean-Perse. Oui. On a, avec la Route du Rhum, toutes les associations qui ont mis en place des activités culturelles à l'occasion de la Route du Rhum et du village au Mille et une saveurs. Oui. Donc on a vraiment... ça bouge, voilà. Au niveau culturel, et tu as même oublié la Maison du Patrimoine. Exactement, et la Maison Condé. Oui. La Maison Condé. Qui ouvre la semaine prochaine. Qui va ouvrir, qui va être inaugurée. Non, à la fin de la. Non, alors. À la fin de la semaine, il y aura la présentation de la Casa Condé, qui est la maison Maryse Condé. Oui. Et effectivement, elle sera inaugurée début mars. Début mars. Bien, tout va bien. Voilà, on peut dire que les feux sont ouverts, que les choses bougent dans le bon sens pour la cité pointoise. Tant mieux. Même s'il reste beaucoup, à faire. Ajouter une question. Non, c'est pas une question. Juste un petit mot sur la question. Oui. Puisque je suis, comme vous le savez, le vice-président du Conseil de développement de Cap Excellence. Oui. Et vendredi, nous avons débattu avec notre commission urbaine sur ce problème de carton à Pointe-à-Pitre. Et bien entendu, nous avons fait un rapport à M. le Président Jalton, et M. Louis va recevoir la résolution que nous avons prise à propos de cette affaire. C'est vrai que le CODEV, c'est une instance très importante aussi au niveau de Cap Excellence. Monsieur le vice-président. Oui. Voilà. Je peux me libérer. Après avoir lancé le sujet qui s'appelle Mobilisation rectorat, sujet réalisé par Maxime Morel, c'est parti. Et je vous remercie d'être venu. On vous écoutera samedi pour la suite de cette information donnée en exclusivité. Monsieur Zanlounis, mon vieux camarade de toujours, c'est toujours pour moi un plaisir de venir ici. Et moi de vous recevoir, pas de problème. Allez, à bientôt. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. La quasi-totalité des lycées et des collèges sont fermés. Pratiquement 70 à 75% de grévistes dans le premier degré. Donc une forte mobilisation et donc des collègues qui veulent signifier à ce gouvernement qu'ils sont contre le refus, contre donc la réforme des retraites
mais ils sont surtout donc mobilisés pour que les suppressions de postes soient annulées parce que nous ne pourrons pas prendre en charge correctement les élèves, et notamment les élèves les plus en difficulté, avec 136 fermetures de postes. Nous avons besoin de tous les personnels, surtout après cette période difficile que nous avons passée. Nous pensons au niveau de la FNEC FPFO qu'il faut revenir sur ces suppressions de postes et laisser les moyens pour que l'école de Guadeloupe soit une école de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants prennent conscience de tout simplement la société qu'on veut leur laisser demain. Et donc, ils n'en veulent pas. Ils veulent, avoir la possibilité, effectivement, d'être bien formés. Et ça nécessite des moyens dans l'école. Ils veulent, bien sûr, avoir accès à un emploi périn. Parce qu'ils voient bien que cotiser 43 ans, c'est extrêmement compliqué en Guadeloupe, avec le taux de chômage qu'on connaît. Et surtout, ils ne veulent pas se retrouver à être des retraités pauvres. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est un enjeu de société. Et donc, il faut tout simplement continuer à se mobiliser. Ça va tous nous toucher au bout d'un moment, la réforme des retraites, même la suppression des postes des profs, ça va forcément nous toucher un moment. Ça va avoir un impact sur notre éducation, sur le nombre d'élèves en classe. Donc, fallait que ça fasse un tic dans la tête des élèves. On va se retrouver dans des classes de 32. Les profs ne peuvent pas se multiplier en 10. Et pour nous, après, l'apprentissage devient très compliqué. Il faut qu'on nous donne des moyens pour que cette académie puisse atteindre ses objectifs. L'objectif premier, c'est tout simplement la réussite de tous les élèves, quelle que soit la filière ici. Donc, pour cela, il faut que nous ayons les moyens nécessaires. Et ce n'est pas en supprimant régulièrement des postes, des moyens et des emplois que nous allons y parvenir. Voilà, alors on revient avec Jimmy Louis parce qu'il y a du vélo, parler de vélo, parce que Pointe-à-Pitre, une des premières villes de la Guadeloupe a été équipée en vélo, comment on appelle ça ? Électrique, voilà. Et donc c'est l'occasion pour Pointe-à-Pitre de relancer un petit peu la question du vélo. Alors comment ça se passait à tout vélo ? Alors, la manifestation à tout vélo, donc la ville de Pointe-à-Pitre est partenaire, mais l'entité vraiment qui porte cette manifestation, qui s'appelle effectivement à tout vélo, le Forum de la sécurité routière et de la santé. Oui. C'est une manifestation qui a lieu donc le samedi 11 février, samedi qui arrive, de 9h à 13h, et qui est portée par l'association Le Consensus.3, qui est une association bien connue sur le territoire et qui œuvre depuis plus de 20 ans, puisqu'ils ont d'ailleurs fêté leur 20e anniversaire en 2022. Donc il est important pour nous, ville de Pointe-à-Pitre, d'être présents aux côtés du Consensus.3 pour l'organisation de cette belle manifestation, donc dédiée à des enjeux importants en Guadeloupe. La sécurité routière, on sait bien à quel point chaque année nous battons malheureusement de nouveaux records en termes de mortalité sur le territoire. Donc, manifestation le samedi 11, donc avec différents temps forts. Il y a 3 axes importants autour de cette manifestation. Le premier axe, c'est bien sûr la sécurité routière, notamment des piétons et des cyclistes, où nous aurons sur la place de la Victoire, puisque je ne l'ai pas dit, effectivement, la manifestation a lieu sur la place de la Victoire. Nous aurons donc 2 pistes de vélo, une pour les enfants et une pour les adolescents. Nous aurons également de l'initiation au code de la route. Nous aurons également une présentation des équipements de protection pour les cyclistes. Nous aurons également des mini-conférences sur le comportement du cycliste et du piéton, mais également de la sensibilisation aux règles de la prévention routière. Et nous aurons aussi des simulateurs, donc des simulateurs qui seront mis en place pour montrer comment justement l'incidence que peut avoir sur un individu qui conduit, aussi bien l'alcool que les drogues, voilà. Donc ça, c'est pour le premier axe qui est donc dédié à la sécurité des cyclistes et des piétons. Mais tout à l'heure, j'ai dit forum de la sécurité routière et de la santé. Et le deuxième axe, justement, c'est la santé, où il y aura un véritable parcours santé qui a été élaboré avec les différents acteurs présents. Donc, nous avons le SDIS qui est présent, donc qui va faire une initiation aux gestes de premier secours. Nous avons également l'association que tu connais bien et qui est chère à ton cœur, Danick, Infirmiers en Mouvement, qui sera également présent, n'est-ce pas, qui sera également présent sur la place de la Victoire, donc pour des dépistages HTA, diabète, également des conseils santé. Nous aurons une nutritionniste qui sera présente pour des conseils en matière d'alimentation. Donc ça, c'est pour le second axe. Et le dernier axe, autour du social, où on va pouvoir faire le lien aussi entre le développement du sens physique, de la solidarité par rapport aux actes d'incivilité récurrents que nous constatons malheureusement sur nos routes.
Oui. Il y aura également la rencontre intergénérationnelle, puisque les ados, les enfants seront présents, mais également les seniors, puisque le consensus point 3 mène un certain nombre d'actions régulièrement pour les seniors, notamment des activités, l'activité physique, également des bains de mer qui sont régulièrement organisés pour les seniors avec de l'aquagym. Donc vous l'aurez compris, Danick et chers téléspectateurs, c'est une manifestation qui profite vraiment à l'animation de la ville, avec des partenaires forts. Donc j'ai cité le SDIS, également l'EFS, l'établissement français du sang qui sera présent. Et si cette manifestation a pu voir le jour aussi, c'est parce qu'au côté du consensus point 3, il y a la DEAL, donc la DEAL qui a la compétence en sécurité routière, qui est un partenaire fort de cette manifestation. Et je tiens aussi à dire que c'est une manifestation qui avait été pensée il y a un certain nombre d'années déjà, par le président fondateur du consensus point 3, que tu connais bien, Danick, Gérard Brédan, feu Gérard Brédan, pédiatre bien connu à Pointe-à-Pitre, président fondateur du consensus, qui avait effectivement pensé cette manifestation. Donc à travers l'organisation de cette manifestation, c'est aussi un clin d'œil, un hommage à ce grand homme qui a beaucoup fait pour Pointe-à-Pitre. Et nous avons également comme partenaire Cap Excellence, bien entendu. Incontournable. McDonald's qui joue le jeu et également le Joggers, la société de Joggers. Voilà. Remerciement aussi particulier au député de la première circonscription, Olivier Servat, qui s'est battu pour que le consensus point 3 puisse obtenir une subvention exceptionnelle de 20 000 € à l'époque pour l'organisation de cet événement. Comment on s'inscrit à cette manifestation? Alors, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il y a un numéro de téléphone. Donc, il y a le flyer, voilà, avec le numéro de téléphone. 14 86 0. Exactement. Donc, on peut appeler pour avoir des renseignements, mais il n'y a pas de nécessité d'inscription. C'est vraiment une manifestation où j'invite tout le monde à venir en famille, avec les enfants. Et à vélo. À vélo, mais ceux qui n'ont pas de vélo peuvent venir sans vélo, puisqu'on va prêter des vélos à cette occasion. D'accord. Voilà. Bon, donc, c'est vraiment un rendez-vous familial de 9h à 13h, samedi 11. Donc, c'est l'occasion aussi de transmettre aux jeunes générations et de créer du lien. Et c'est nécessaire pour la sécurité routière parce que il faut savoir que beaucoup dans les accidents de la route, souvent, sont des gens à deux roues qui sont les victimes principales de ces accidents. Absolument, Danick. Trop souvent, malheureusement, les deux roues ne sont pas assez respectées sur la route, et ça, il faut le dire. Et c'est l'occasion pour nous, samedi, de mettre le curseur dessus, vraiment pour sensibiliser le maximum de personnes sur le respect des deux roues sur la route. Tout à fait. Bien, Jimmy, merci. Merci, Danick. Bonne intervention, il a répondu à toutes les questions. Et demain, vous allez recevoir mon collègue Georges Brédan. Tu parlais du dynamisme culturel à Pointe-à-Pitre, qui va venir vous parler justement de la Maison Condé. La Maison Condé, tout à fait. Voilà, 13h02. Paul, on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Je vais parler de François Sanon et de Émilie Adimar, bien sûr, pour sa chronique des entreprises. Pourquoi se faire accompagner d'un expert comptable? Quelles sont ses missions? On en parle dans un instant. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour avec vous. Merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Notre amie Emeline Adimar est revenue. Bonjour. Bonjour, Dani. Tout va bien? Tout va bien, très bien. Bon, on va parler du rôle de l'expert comptable et c'est nécessaire dans l'entreprise. On a de l'autre côté M. François Sanon. Bonjour. Il est gérant de Shannon Service à la personne. On va en parler. Hier, on parlait beaucoup d'aide à la personne. Ben, on va continuer sur ce créneau-là. Mais avant, on va faire un petit point sur l'actualité. L'actualité, tout à l'heure, ce sera la mobilisation EDF. Mais avant, on revient un petit peu à ce qui s'est passé à Paris, puisque Maurice Cessé nous a envoyé un sujet sur la déclaration de M. Adjar. M. Adjar, c'est un député martiniquais. On écoute sa question. Le député de la Martinique, Johnny Adjar, s'attaque au problème récurrent du coût de la vie dans les Outre-mer. Soutenu par de nombreux autres parlementaires, il a décidé de créer une commission d'enquête sur la vie chère, adoptée en commission des affaires économiques. Elle sera présentée prochainement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cet outil permettra, selon Johnny Adjar, d'étudier et d'analyser en profondeur les mécanismes et les déterminants qui sont à l'origine de la vie chère dans ces territoires ultramarins. C'est un sujet brûlant et crucial, et pour y répondre, pour trouver les bonnes réponses, les bonnes solutions, il faut absolument passer par cette commission d'enquête parlementaire. L'enjeu, il est là. Cette commission va pouvoir établir les faits, la réalité diagnostique, mais aussi mettre en place, en tout cas proposer des préconisations et des solutions pour résoudre et remédier aux problématiques de vie chère. Maintenant, cette commission ne va pas regarder la vie chère simplement
dans le cadre de l'inflation, de l'augmentation des niveaux de prix. Il va le regarder sur 4 prismes, 4 phénomènes, 4 déterminants, que sont d'abord le niveau de vie et de revenus dans nos territoires ultramarins qui sont inférieurs très largement à ceux du territoire hexagonal. Il va le regarder sous le prisme des niveaux de prix et de la consolidation aujourd'hui des situations monopolistiques et oligopolistiques de nos territoires, notamment sur la question de la formation des prix et des différents mécanismes. Il va le regarder sur un angle beaucoup plus indirect, mais qui a un impact réel sur le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises. C'est le sous-financement structurel et conjoncturel des collectivités territoriales locales martiniquaises, puisque derrière, les mécanismes de sous-dotation font que derrière, les collectivités locales sont obligées d'augmenter les taxes et la fiscalité locale, sont obligées de diminuer les services publics. Et donc, en conséquence, ça retombe toujours sur les ménages et les entreprises qui ont soit des charges en plus, soit des services en moins, et en tout cas, l'obligation d'essayer d'exister et de survivre. Et puis, le 4e phénomène, c'est le traitement inéquitable de l'État au niveau des territoires ultramarins par rapport à l'Hexagone. Et il y a plusieurs exemples. La question de la baisse de l'abattement fiscal qui agit directement, c'est sous l'impôt sur le revenu, qui agit directement pour diminuer le pouvoir d'achat de nos ménages dans nos territoires. Voilà, M. Johnny Anjan, qui est député martiniquais, la question qu'il posait, c'est une question essentielle pour le coût de la vie, mais est-ce que cette commission arrivera à une résolution? On espère, en tout cas depuis 2009, c'est une question qui taraude les Guadeloupéens et les Martiniquais d'une manière générale, les gens qui viennent dans nos territoires. Mobilisation EDF ce matin aussi, on en parle, puisque la mobilisation était prévue depuis plusieurs jours. Il y a une manifestation ce matin à Pointe-à-Pitre qui a causé un petit peu d'embouteillage, quelques milliers de personnes. On revient sur celle de EDF. Charlie Dagonia, c'est parti. Sur la continuité de la grève par rapport aux différentes revendications, pour ce qui est du droit, l'application du Code du travail, aujourd'hui, avec les autres salariés qui sont en grève par rapport à la retraite, nous nous sommes mobilisés autour de notre centrale déjà. Et il y a une partie aussi qui iront directement sur les différentes manifestations. Et aujourd'hui, nous voulons perdurer dans cette grève parce que notre employeur ne veut pas entendre raison par rapport à l'application du droit. Notre employeur, on a fait rendez-vous il y a de cela une semaine avec lui à la table de négociation. Il ne s'est pas présenté à la table de négociation. Donc, du coup, nous attendons qu'il revienne à la table de négociation. Parce que nous savons que nos revendications sont justes et qu'aujourd'hui, nous sommes là et on va perdurer dans cette grève jusqu'à ce qu'il revienne sur la table de négociation. Jusqu'à maintenant, on n'a rien encore acté. C'est-à-dire que ce sont des ateliers de travail et que jusqu'à présent, d'après ce que notre employeur nous dit, c'est-à-dire qu'on fera un global sur l'ensemble des points et il ne veut acter aucun point. L'un après l'autre, il veut faire de façon globale. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les indemnisations en termes pour les intérimaires, en termes de préjudice, parce qu'il y a eu l'emploi abusif des intérimaires. Donc aujourd'hui, on est un peu sur cela. Et jusqu'à présent, on attend qu'ils reviennent sur la table de négociation. Merci pour ce focus sur la grève EDF, c'est-à-dire qu'il y aura encore des coupures de courant. Monsieur Chanon, bonjour. François Chanon, vous êtes directeur gérant de la Chanon Service. Hier, on parlait beaucoup de vieillir ensemble, bien vieillir en Guadeloupe, dans un débat. Est-ce que votre entreprise s'occupe uniquement des personnes âgées? Alors, qu'on corrige, bonjour tout le monde. Mon entreprise ne s'occupe pas des personnes âgées. Chanon Service à la personne, c'est tout simplement l'entreprise qui va s'occuper de l'action de sécurité routière qui est d'actualité maintenant. Donc, je suis venu plutôt pour parler de sécurité routière. Il faut savoir, Chanon Service à la personne, c'est une entreprise individuelle. Oui. Donc, je ne suis pas gérant, je suis tout simplement le responsable. Une entreprise individuelle qui s'occupe de démarches administratives, suivi de courrier. Pour les personnes qui ne peuvent pas le faire. Les personnes ne peuvent pas le faire, surtout quand quelqu'un, pas une personne âgée, mais n'importe qui s'adresse pour faire un courrier et aller sur Internet, il y a certaines personnes qui profitent pour renflouer, croyant qu'ils peuvent faire augmenter les prix. Donc je suis là un peu pour faire en sorte que ça reste un petit peu dans les limites, quoi.
Alors, au niveau de la sécurité routière, le nombre d'accidents ne diminue pas. Quel est le bon remède à votre avis? Alors, challenge service à la personne, tout simplement, quand vous mettez en place quelque chose, il faut un support juridique. Alors, le concept que j'ai mis en place, qu'on va parler de marshal de sécurité routière, c'est un concept. Ça n'a pas de contour juridique. Donc, c'est pour cela qu'on va adosser cela à Shannon service à la personne qui a un numéro de SIRET et que le gouvernement pourra contrôler. Alors, la situation est catastrophique sur les routes, mais pas désespérée. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions. Mais un psychologue disait, un psychologue sur la télé publique disait que il faut un changement de comportement radical. Mais le changement de comportement ça ne se décrète pas. On ne peut pas mettre une loi pour dire à partir de maintenant, les Guadeloupéens doivent changer de comportement pour tel. Alors j'ai eu l'idée. Je me suis dit, il faut savoir déjà que moi je suis enseignant de la conduite depuis 1979. Et en 2009, j'ai décidé de laisser la formation de côté et de m'occuper que de l'après-permis. Parce que j'ai pris conscience que tout le monde peut avoir le permis, mais là, maintenant, l'enjeu, c'est savoir le conserver. Et ensuite, je me suis intéressé aussi à comment on pourrait dire là, à l'après-permis, surtout en sécurité routière. Alors, il faut savoir que j'ai été aussi IDSR. IDSR, c'est la partie du gouvernement, surtout au préfecture de Guadeloupe, ils sont jeunes et ils font des actions. Mais je me suis rendu compte rapidement que c'était limité. J'ai voulu me dissocier des radars et du machin. C'est pour cela que j'ai créé Canal et Sécurité routière, Canal Citoyen. Je ne m'occupe que de la partie citoyenne. Je vais mettre l'accent sur le citoyen. Alors, il faut savoir qu'en 2022, j'ai constaté que la plupart des victimes sur la route, c'était des Guadeloupéens et des 16-28 ans. Quand vous avez des étrangers, mais c'est quand on ne dit pas grave, mais oui. Ça c'est assez spécial. Alors je me suis posé la question, comment faire diminuer le nombre de tués sur les routes en utilisant au maximum mon expérience et mon potentiel de formateur à la conduite et à la sécurité routière, tout en positionnant l'usager de la route comme l'acteur principal de la démarche. Parce que c'est pour cela que j'ai mis Canal Citoyen. Pourquoi? Parce que quand on fait bâton et carotte, ça ne va pas loin. Et moi, je peux le dire, d'ailleurs, je vais dire actuellement que les pouvoirs publics sont aux abois. Ils sont à la limite de lâcher. Ils ne peuvent pas lâcher parce qu'ils sont les représentants du gouvernement à Basse-Terre. Alors, la réponse que j'ai trouvée, la réponse la plus accessible que j'ai trouvée est la suivante. Mettre en place une démarche qui s'affranchit du volet répression de la sécurité routière des pouvoirs publics et en mesure d'atteindre le plus grand nombre simultanément en ciblant les Guadeloupéens avec un effort particulier en direction des jeunes de 16-28 ans, tout en innovant par une sécurité routière citoyenne imprégnée de spiritualité. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, pour cela, j'ai créé une plateforme dénommée Marshal de sécurité routière Canal Citoyen. Oui. Je commence par quoi? Je mets en place un réseau de 255, on va utiliser la puissance de WhatsApp. Je mets en place un réseau de 255 groupes WhatsApp, dont 55 sont réservés exclusivement aux 18-25 ans. 18-28 ans, pardon. Ce sont les 18-28 ans qui vont s'occuper de manager. Mais un groupe WhatsApp, ce n'est pas le groupe WhatsApp qu'on voit envoyer des photos, machin. Il n'y a pas de photos. Vous n'avez pas, quand vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous n'avez pas autorisation de contacter la personne. Vous êtes là pour recevoir par WhatsApp l'information qu'on vous donne. Alors, il est à noter que les groupes sont mis en place pour les Guadeloupéens des deux sexes, compte tenu que c'est ceux qui se font tuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a remarqué que WhatsApp permet d'avoir 255 personnes dans un groupe. Ils vont passer à 5000, mais 5000, ça ne sera pas intéressant pour moi d'avoir un 5000, on ne pourra pas toucher tout le monde. Alors, quand on a 255 personnes dans un groupe, disons 253, je veux dire, avec le manager fait 254, multiplié par 255 groupes, alors ça va nous faire 64 515 personnes. Alors, en 5 minutes, avec la puissance de WhatsApp, j'envoie une information qu'on fait descendre et on touche 64 515 personnes. À partir du moment que moi, j'ai une expérience de la sécurité routière, je sais de quoi je parle parce que j'ai donné un bon résultat à la préfecture à Pâques 2015.
j'avais utilisé le véhicule de la sécurité routière pendant tout le week-end. Il n'y a pas eu aucun accident, il n'y a pas eu de mort sur les routes. Et la gendarmerie, la police ne sont même pas sortis faire des contrôles après. Je l'ai remarqué, mais ça, c'est une petite parenthèse. Alors, je me suis dit, il faut axer maintenant l'action sur les groupes WhatsApp. Mais quand on entend WhatsApp, c'est la puissance de WhatsApp qu'on utilise. Pas question d'envoyer les photos, les machins. Vous n'avez pas le droit d'envoyer des photos. Et à ce moment-là, comment je fais? J'ai créé déjà un premier groupe qu'on va appeler le groupe Tête de Pont, 255 têtes de pont. Je leur demande, vous créez un groupe, je vous donne le nom, ça sera Citizen M 971. Après, je vais mettre tiret 01020304 et on aura 255. Et moi, j'envoie l'information à la tête de pont qui fait descendre dans le groupe. Et c'est à ce moment-là que je peux atteindre 64 515 personnes quand on sera à plein régime. D'accord. Et vous allez faire passer des informations. Mais quel type d'informations vous allez diffuser? Eh bien, tout ce qu'on peut diffuser. À supposer, par exemple, que je sens que la route pas de l'Ermitage, mais je sens que la route des Deux Mamelles, c'est problématique. Et comme moi j'ai créé, donc c'est moi qui mets la manioc. Si on dit, vous faites comme ça, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez éviter les accidents là. Donc je dis, bon, par exemple, vous levez le pied. Vous partez plus tôt, mais vous levez le pied. Vous êtes sûr d'arriver à bon port. Donc ce sont des types d'informations qu'on peut passer. On peut passer d'autres informations encore, comme par exemple tout type d'informations. Parce qu'il faut déjà, comme le psychologue disait, il faut déjà qu'on puisse mettre en place une machine pour commencer à changer de comportement. Je peux garantir à quelqu'un que vous allez faire votre circuit, votre parcours sans accroche, tout simplement parce qu'il y a une technique à aborder, comment on pourrait dire, la route. Et pour terminer là-dessus, il faut savoir que certaines personnes veulent me dire, ouais, mais vous mettez les managers, mais j'ai précisé que les managers, ça sera que du sexe féminin. Ah bon? Oui. Tout simplement du sexe féminin. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué dans certaines situations, la gente féminine a une approche plus affinée face à certains problèmes. Et il ne faut pas oublier que nous allons avoir un réseau de 255 personnes. Je préfère avoir affaire avec une seule catégorie. Bien. Alors, un dernier mot. Quand est-ce que ça débute? Bien, ça a déjà débuté. Nous avons, nous avons déjà un premier groupe qui a démarré petit à petit, mais il nous faut maintenant faire connaître la chose. Alors, ce que nous allons dire déjà, les personnes qui veulent le plus d'informations vont écrire à Sopraco en minuscule, sopraco@hotmail.fr. Okay. Et là, nous recherchons rapidement des jeunes femmes et des jeunes femmes et des femmes de 18 à 50 ans, si dynamiques pour 50 ans, qui souhaitent manager un groupe WhatsApp. On va m'appeler au 06 90 15 24 99. Bien, ben c'est noté. Merci, Monsieur Chanon. Alors, je voulais rajouter quelque chose rapidement. J'ai remarqué qu'il y a des jeunes qui ont peur maintenant d'aller sous la route. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Par contre, en avant-première, comme j'ai créé le TDLC, c'est le test de détection des lacunes de conduite que j'ai conçu de toutes pièces. Alors, je fais démarrer 971 tests en avant-première. Je mets à la disposition 971 tests TDLC à moitié prix. Donc, vous pouvez dès aujourd'hui, 1 heure après l'émission, pour réserver principalement ceux qui ont peur sur la route. Toujours le même numéro, 06 90 15 24 99. C'est dit. Merci. Tout de suite, merci, tout le monde. On va vers l'ABC des entreprises. Générique, c'est parti. Et on reçoit Emeline pour se faire accompagner. Pourquoi il faut se faire accompagner d'un expert comptable? C'est parti. Visiblement, Emeline, bonjour. Sans expert comptable, une entreprise ne peut pas fonctionner. Ben non, tout à fait. Bonjour à tous les téléspectateurs. Quel que soit le projet d'un chef d'entreprise, il est important effectivement de se faire accompagner. Pourquoi? Puisqu'en fait, l'expert comptable est là pour pouvoir
vérifier en fait avec le créateur la viabilité de son projet en fonction de la nature de ce qu'il propose et surtout l'accompagner dans la gestion administrative, hein, puisque c'est vrai que c'est relativement fastidieux au quotidien de pouvoir gérer en fait tout court, puisque le chef d'entreprise, rappelons-le, il est là pour faire fonctionner l'exploitation de son entreprise, mais pas uniquement. Et la difficulté, c'est que très souvent, lorsqu'il a la tête dans le guidon, en fait, ça ne l'intéresse pas nécessairement de gérer toute la partie paperasse. Or, c'est la partie paperasse, entre guillemets, c'est qui toujours permet... pas dématérialisé. Comment ? C'est toujours pas dématérialisé. Mais même si c'est dématérialisé, en fait, Dany, il faut quand même quelqu'un qui gère derrière, il faut remplir. Donc, c'est-à-dire qu'on y arrive bientôt. Hein. Il y a la facture électronique qui est dans les tuyaux. Et d'ailleurs, même pour la mise en place de la facturation électronique, le dirigeant va certainement devoir se faire accompagner de l'expert comptable afin de comprendre aussi quels sont les process et comment ça fonctionne. En sachant tout de même qu'initialement, il n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Alors, quelles sont les questions auxquelles il faut répondre avant de créer son entreprise? Alors, Jean de La Fontaine disait, j'aime bien, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pourquoi ? Puisqu'en fait, lorsqu'on crée un projet, quand on a un projet d'entreprise, c'est un peu comme lorsque une mère va donner naissance à un enfant, elle va le porter pendant 9 mois. Il y a toute la phase de la préparation, oui, tu as vu, c'est très imagé, ça permet de bien voir qu'en fait, un enfant, il ne naît pas comme ça, d'une idée il prend pas vie. Donc, c'est vrai qu'il y a un cheminement à mener. Et dans la phase rédaction de projet qui est très importante, il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes afin effectivement de garantir une forme de pérennité. Créer une entreprise juste pour créer une entreprise, ça n'a pas d'intérêt. Il faut un objectif derrière et il faut aussi s'assurer de la rentabilité de cette dernière. Donc, l'important, c'est de mûrir le projet et le porteur de projet doit s'interroger sur les caractéristiques du produit qu'il souhaite développer ou le service qu'il veut proposer. Est-ce que ce service sera véritablement utile et est-ce qu'il sera bien accueilli par le public de par la pertinence du projet ? Et enfin aussi de savoir quel serait le fonctionnement global de son entreprise. Donc ce sont toutes les questions, entre autres, que parfois, malheureusement, certains créateurs d'entreprises ne se posent pas, puisque c'est vrai que la vague de la création est relativement répandue. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on crée, pourquoi on crée, et surtout comment on crée, et aussi choisir le bon véhicule juridique pour la création. Et quel est le rôle de l'expert comptable dans cette affaire? Alors, je parlais de véhicules juridiques, notamment sur la partie liée à la constitution d'entreprise. Donc, il faut savoir que l'expert comptable peut assister pour la création des statuts, mais alors, en amont de la création de statuts, pour déterminer la forme juridique la plus appropriée, puisque on en a déjà parlé à plusieurs reprises, et j'insiste là-dessus parce que je rencontre encore beaucoup de créateurs qui ont malheureusement décidé de créer une SAS, Société par Action Simplifiée, parce que c'est très tendance. Mais début d'année, nouvelle résolution, avant de créer une SAS, il faut toujours prendre l'information de savoir si effectivement c'est vraiment la forme juridique qui est adaptée au projet, au patrimoine du dirigeant, à la structure financière de la détermination de son impôt sur le revenu et à ce qu'il veut en faire. Parce qu'en fait, on se dit, on va créer une SAS, mais si je veux en vivre, c'est pas la même chose que si je veux juste générer des dividendes. La fiscalité n'est pas la même, la taxation n'est pas la même, l'imposition n'est pas la même. Et il y a surtout d'autres formes possibles lorsqu'on veut faire juste une création seule plutôt que d'être associé. Donc, je reprends. La SAS, ce n'est pas un antibiotique, ce n'est pas automatique. Allez voir l'expert. C'est pas une piqûre de rappel non plus. C'est ça, en sachant que toujours dans cette mesure, l'expert comptable, dans le cadre de la création, peut accompagner pour réaliser les formalités de constitution auprès du greffe. Et c'est la grève UDF. Super, on en a parlé. On est dans le noir.